Salut les jeunes. Je vous emmène à Fès. Ma boîte à merveilles n'est pas qu'un vieux souvenir. C'est le miroir de votre propre enfance et de nos traditions. Soyez curieux, le voyage commence ici. De mon côté, avec Antigone, on parle de courage, de révolte et de vérité. Apprenez à dire non avec élégance, car la tragédie est un art qui se joue à chaque mot. Et moi, je vous demande d'être les avocats de l'humanité. Le dernier jour d'un condamné est un cri contre l'injustice. 3 œuvres, 3 styles, mais un seul objectif. Votre réussite au régional. Bonjour à tous mes chers élèves. Vous préparez votre examen régional et les 3 œuvres au programme vous semblent un peu mystérieuses? Vous avez du mal à tout comprendre? Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider. Ensemble, on va ouvrir la boîte à merveilles, découvrir les secrets d'Antigone et se mettre dans la peau d'un condamné. C'est parti! Commençons par la boîte à merveilles. D'abord, qui a écrit ce livre? C'est Ahmed Sefrioui. C'est un auteur marocain très important, né à Fès. La boîte à merveilles est son roman le plus célèbre. Attention, retenez bien ceci pour l'examen. C'est un roman autobiographique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple, l'auteur, Ahmed Sefrioui, s'inspire de sa propre enfance pour raconter une histoire. Le narrateur, celui qui dit « je », est un petit garçon de 6 ans. Il s'appelle Sidi Mohamed. On va voir le monde à travers ses yeux d'enfant. L'histoire se déroule sur presque une année, divisée en 3 saisons. L'hiver, le printemps et l'été. Maintenant, où et quand se passe l'histoire? Nous sommes à Fès, vers 1921. C'est une vieille ville avec ses traditions. Les lieux sont très importants. Il y en a Dar Chouafa, la maison où vit Sidi Mohamed, c'est un microcosme social, un petit monde où plusieurs familles vivent ensemble. Le Msid, l'école coranique, pour l'enfant, c'est un lieu de peur à cause du maître, le fki. Le bain mort, Sidi Mohamed déteste cet endroit, il le voit comme l'enfer. Et les sanctuaires, où les gens vont prier pour la guérison et chercher de l'aide. Retenez cette idée, le monde extérieur est bruyant, agité, c'est le monde des adultes. Pour s'en protéger, l'enfant se réfugie dans son monde intérieur. Et les personnages? Au centre, il y a Sidi Mohamed, c'est un enfant solitaire et rêveur. Il y a sa famille, son père, Mahalem Abdeslem, qui est calme et rassurant, et sa mère, Lala Zoubida, qui est nerveuse et qui s'inquiète beaucoup. Et puis, il y a les voisins de Dar Chouafa, comme Rahma, et les amis de la famille, comme Lala Aïcha. Toutes ces personnes créent l'ambiance du roman. Voici une notion capitale. Sidi Mohamed vit dans 2 mondes. D'un côté, il y a le monde réel, le bruit, les disputes des voisines, la sévérité du fki. Dans ce monde, il se sent seul et triste. De l'autre côté, il y a son monde imaginaire, sa boîte. Les clous, les boutons, les bouts de verre, un jardin secret où il trouve le calme, le divertissement et l'émerveillement. Alors, comment l'histoire est-elle construite? 4 grandes étapes. La situation initiale. Au début, l'enfant vit sa vie tranquille, entre le Msid, la maison et sa boîte. L'élément perturbateur. Un drame arrive. Le père perd tout son argent au souk. C'est la ruine. Les péripéties. Pour travailler, le père doit quitter Fès. C'est une période très triste pour Sidi Mohamed et sa mère. Il souffre de la pauvreté et de l'absence. Le dénouement et la situation finale, le père revient, enfin. Il a regagné de l'argent. La famille est de nouveau réunie, la joie revient. Et Sidi Mohamed, il peut enfin rouvrir sa boîte à merveilles. Ces événements se déroulent au fil des saisons. Les disputes et la maladie en hiver, les préparatifs de la fête de l'Achoura au printemps, et enfin la ruine, le départ du père et son retour pendant l'été. Concernant les thèmes, il y en a beaucoup. La solitude, l'enfance, la famille, les valeurs sociales comme la solidarité et le bon voisinage, la pauvreté, l'éducation, la religion et la superstition, la magie, le merveilleux. Le style est aussi particulier, il y a un double point de vue. On entend la voix de l'enfant de 6 ans, mais aussi celle de l'adulte qui commente et analyse. Pour conclure, la boîte à merveilles est bien plus que l'histoire d'une enfance. C'est un voyage magnifique dans la société marocaine des années 20, vu par un enfant sensible et rêveur. Passons maintenant à Antigone de Jean Anouilh. Une fille têtue, un roi sévère, une fin tragique. Ça peut faire un peu peur, mais si je vous disais que cette pièce, écrite il y a presque un siècle, parle directement de notre monde, restez avec moi. Ensemble, on va tout éclaircir, simplement et sans stress. Vous êtes prêts? On y va. Commençons par la carte d'identité de l'œuvre. C'est un point essentiel pour l'examen. L'auteur, c'est Jean Anouilh. La pièce a été écrite en 1942 et jouée pour la première fois à Paris en 1944.
Le genre, c'est une tragédie moderne. Pas d'acte ni de scène comme dans le théâtre classique. C'est un seul bloc, sans pause. Alors, pourquoi moderne? Anou y reprend une très vieille histoire. Le mythe grec d'Antigone, qui veut enterrer son frère contre la loi du roi. Mais, et c'est le point le plus important, il le fait en 1942, pendant l'occupation de la France par l'Allemagne nazie. Faites le lien, c'est facile. Antigone, qui dit non à une loi injuste, qui résiste seule contre le pouvoir, représente la résistance française. Créon, le roi qui impose cette loi dure, au nom de l'ordre, représente l'État collaborateur de l'époque. Cette pièce est un message codé de courage et de résistance. Au cœur de l'histoire, il y a des personnages que tout oppose. Antigone, notre héroïne, elle n'est pas une princesse de conte de fées. Elle est maigre, pas très belle, mais elle a une force incroyable. C'est une rebelle idéaliste. Face à elle, son oncle Créon, le roi. Il n'est pas un monstre, il est fatigué, pragmatique. Pour lui, diriger un pays, c'est un métier difficile et il doit faire des choix durs et des compromis pour maintenir l'ordre. Il y a aussi Ismène, la jolie sœur, qui a peur et qui veut juste être heureuse. Et Aimon, le fiancé d'Antigone, pris entre son amour pour elle et son père, Créon. L'action est très concentrée. Tout se passe en 13 heures. À l'aube, Antigone a déjà désobéi une première fois. À midi, elle est arrêtée. L'après-midi, c'est la grande confrontation, le face-à-face terrible entre Antigone et Créon. Et le soir, 17 heures, la fin est fatale. C'est une tragédie. Le destin est inévitable. Le corps nous le dit. La tragédie, c'est reposant. Pourquoi? Parce que dès le début, on sait que ça finira mal. La machine est lancée et personne ne peut l'arrêter. C'est la fatalité. Ce qui est moderne aussi, c'est le langage. Les personnages parlent parfois comme vous et moi. Ils utilisent des mots courants, parfois familiers comme gueuler ou nounou. Ça nous les rend plus proches. Vous avez remarqué? Dans cette histoire de la Grèce antique, les gardes jouent aux cartes. On parle de voitures, de café. C'est bizarre, non? Ça s'appelle un anachronisme. C'est une technique volontaire d'Anouilh pour mélanger les époques. Le but est simple, rapprocher cette vieille histoire de nous, le public moderne. Le cœur de la pièce, c'est ce duel, Antigone contre Créon. Ce n'est pas juste une nièce contre son oncle, c'est un combat d'idées. Antigone, c'est l'idéalisme, la pureté, la loi du cœur et des dieux. Elle dit « moi je veux tout, tout de suite ». Créon, c'est le pragmatisme, la politique, la loi des hommes. Il dit « il faut bien que quelqu'un mène la barque ». Ici, les thèmes sont universels, philosophiques, plus profonds. La mort, le sacrifice, le devoir, le pouvoir, le dilemme, l'amour, le bonheur, que de controverses. Quand la pièce se termine, Antigone, Aimon et Eurydice sont morts. Les gardes, eux, continuent de jouer aux cartes. Une image terrible qui montre l'indifférence du monde. La vie continue, comme si ce sacrifice n'avait rien changé. Et voilà, vous voyez, Antigone n'est pas si compliqué. C'est une histoire puissante sur le courage de dire non, sur le poids des responsabilités et sur le sens du sacrifice. Et l'on arrive enfin au dernier jour d'un condamné. C'est un livre sombre, une histoire difficile. Beaucoup d'élèves se sentent un peu perdus face à ce texte. Mais n'ayez aucune crainte, je suis là pour être votre guide. Ensemble, on va éclairer chaque recoin de cette œuvre puissante. D'abord, les informations essentielles. L'auteur, c'est le grand Victor Hugo. Il a écrit ce livre en 1829. Le genre littéraire, attention, c'est la notion la plus importante, c'est un roman à thèse, un roman qui défend une idée, un message, en l'occurrence, l'abolition de la peine de mort. Hugo veut convaincre la société d'arrêter la guillotine. C'est un combat, un plaidoyer. Comment fait-il pour nous convaincre? Il utilise un point de vue unique. On est dans la tête du condamné. On lit son journal intime. C'est ce qu'on appelle la focalisation interne. Justement, qui est ce condamné? C'est là que Hugo est très malin. On ne connaît ni son nom, ni son crime. On sait juste qu'il a commis un crime de sang. Pourquoi ce mystère? Pour que chaque lecteur puisse s'identifier à lui. Ce n'est pas un monstre, c'est un homme. Il est jeune, éduqué, il a une famille, une mère de 64 ans, une femme et une petite fille de 3 ans, Marie. En ne lui donnant pas de nom, Hugo le rend universel. Ça pourrait être n'importe qui. Le roman n'est pas une histoire avec beaucoup d'action, c'est le récit d'une attente insupportable qui dure 6 semaines. C'est un compte à rebours. Il y a 3 lieux principaux à retenir. 1. Bicêtre, la prison où il attend désespérément son pourvoi et son exécution. 2. La conciergerie, où il est transféré le dernier jour. Et enfin, l'hôtel de ville et la place de grève pour l'exécution. Ce n'est pas un voyage dans l'espace, c'est un voyage inéluctable vers la mort. Pourquoi le condamné écrit-il? D'abord pour lui-même, pour moins souffrir. C'est comme une thérapie. Mais surtout, il écrit pour nous, les lecteurs, et pour les juges. Il veut laisser un témoignage. Le fait d'être dans sa tête, sans filtre, nous fait vivre son angoisse en direct. On ressent sa peur, ses rares espoirs, sa colère. Le temps lui-même devient une torture. Les semaines sont longues, mais les dernières heures passent à une vitesse terrifiante. Alors, quels sont les arguments d'Hugo contre la peine de mort? C'est le cœur du roman. Retenez-en au moins 3.
Argument 1, la torture morale. Le condamné nous le dit, l'attente, l'angoisse psychologique est bien pire que la douleur physique de la guillotine. Argument 2, la punition des innocents. En tuant un coupable, la société fait 3 veuves, sa mère, sa femme et sa fille. La peine de mort détruit des familles entières. Argument 3, la peine de mort est barbare et inutile. Elle ne dissuade pas les criminels et transforme l'exécution en un spectacle cruel pour la foule. Pour nous faire ressentir la pitié et la terreur, ce qu'on appelle le registre pathétique, Hugo utilise beaucoup de contrastes, c'est sa grande spécialité. Il oppose sans cesse la vie et la mort, le condamné est jeune, en pleine santé, mais il va mourir, c'est absurde. La lumière et les ténèbres, le beau soleil, le souvenir de la liberté, face à la noirceur du cachot. Ces contrastes rendent sa situation encore plus révoltante. En résumé, le dernier jour d'un condamné est une arme littéraire que Victor Hugo utilise pour nous faire entrer dans la peau d'un homme et nous faire ressentir l'inhumanité de la peine de mort. Voilà, j'espère que cette petite exploration vous a aidé à mieux retenir l'essentiel des 3 œuvres. N'oubliez pas, le jour de l'examen, faites confiance à votre lecture et aux idées clés que nous avons vues ensemble. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Bon courage pour vos révisions et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.